Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire défi. Nous sommes pour l'instant 25 connectés avec 75-78 inscrits. Donc les gens vont certainement arriver. Ça va nous permettre de rentrer rapidement dans le sujet. Déjà, je vais commencer par vous présenter Défi. Donc Défi est une démarche qui a été pilotée, créée par 15 dirigeants d'entreprise dans le but de pouvoir partager des expériences, de pouvoir partager des expertises avec comme raison d'être d'apporter des regards croisés opérationnels de dirigeant à dirigeant. Donc nous sommes tous des dirigeants indépendants, mais qui avons la volonté de co-construire avec des valeurs communes, dans un sens de pragmatisme, également avec un certain parler vrai, ce qui nous permet de pouvoir avancer sur des expertises que nous partageons. Alors, aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est donc ce thème, d'intégrer les outils de prévention pour sécuriser sa stratégie de redéploiement. Il faut savoir que ce sont des outils qui peuvent paraître un petit peu guerriers, mais ce sont des outils de gestion qui doivent être utilisés à bon escient. Lors du précédent webinaire, nous avions évoqué les reprises à la barre du tribunal de commerce, qui est l'ultime solution envisageable pour pérenniser l'activité et les emplois, malheureusement au détriment du dirigeant initial et de ses actionnaires. Aujourd'hui, nous allons faire un retour arrière, prendre de l'avance, beaucoup d'avance, en revenant plusieurs mois en arrière, au moment où les premiers signaux des difficultés se font sentir. Car c'est à ce moment-là, en anticipant, qu'il convient d'agir de façon coordonnée, en s'entourant de spécialistes qui piloteront ce projet en parallèle des équipes opérationnelles, qui pourront ainsi se concentrer sur leur quotidien. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter donc des regards croisés opérationnels, pragmatiques, de dirigeants acteurs de cet exercice particulier que constituent les outils de la prévention. Cette approche pluridisciplinaire est celle que nous vivons au quotidien sur les dossiers, puisque la clé est de constituer une équipe élargie autour du dirigeant. Nous allons vous présenter les grandes étapes à respecter pour réussir ce projet visant la pérennité de l'entreprise dans le cadre sécurisant de procédures confidentielles, mandat ad hoc et conciliation sous l'égide du tribunal de commerce. Comme l'anticipation est le maître mot, nous ne parlerons pas ce matin des procédures judiciaires, sauvegarde et redressement judiciaire, qui, bien que très utiles, sont mises en place lorsque la situation ne permet plus d'opter pour les procédures amiables. L'anticipation est encore plus cruciale aujourd'hui dans le contexte Covid, où les entreprises doivent se réinventer pour s'adapter aux changements de leur écosystème, créer plus de valeur pour le remboursement des dettes générées, notamment le PGE. Je vais vous présenter maintenant les intervenants qui vont participer. Donc, nous avons Bertrand Simon, qui est expert comptable au sein du cabinet L'Oréal. Maître Éric Martin, qui est administrateur judiciaire chez Agiop. Bonjour à tous. Pierre-Yves Fréminet, qui est directeur du pôle industrie et services distribution chez MCG Managers. Bonjour à tous. Cédric Baudard, qui est associé restructuring et restructuration chez Eight Advisory. Bonjour. Frédéric Lafay, qui est avocat associé chez Racine Avocat. Bonjour. Et Guillaume Mullier nous rejoindra pour conclure, qui est président d'Imo Software et président 60 000 rebonds. Nous avons voulu commencer par un élément de contexte et je vais donner la parole à Bertrand, qui, en tant qu'expert comptable, est au contact au quotidien des dirigeants pour avoir un petit peu le ressenti, la vision sur la période actuelle. Bonjour, bonjour à tous. Merci Vincent. Alors, un petit premier focus témoignage, rapide sur la situation aujourd'hui. Clairement, ce que l'on constate chez toutes les entreprises que l'on accompagne, une grande incertitude avec un pilotage qui reste difficile et une visibilité qui est un vrai sujet, enfin plutôt le manque de visibilité qui est un vrai sujet, à la fois sur le plan international, avec je dirais un contexte économique et géopolitique qui est incertain, et puis également des choses très pratico-pratiques de logistique courante, avec des déplacements qui sont compliqués, qui sont incertains, délais pour avoir des tests Covid quand on a besoin d'aller dans un pays étranger et qu'on ne peut pas se permettre de poireauter 15 jours dans un hôtel à l'aéroport à l'arrivée.
Voilà. Alors, ça, c'est je dirais le constat par rapport à l'avenir à très court terme. Et puis, sur le plan de la PME, ce que je constate, en tout cas sur le marché de la PME, c'est qu'on est plutôt en ordre de marche sur la vie des entreprises depuis la période du Covid, avec évidemment un trou dans la raquette sur la période concernée, mais un optimisme et une visibilité, enfin une vie des entreprises qui s'est plutôt un peu, je dirais, solidifié et moins dégradé que ce que les dirigeants attendaient. Évidemment, je ne parle pas, quand je fais ce commentaire général plutôt positif, je ne parle pas des secteurs qui ont été très, très fortement impactés sur l'événementiel, sur le tourisme, sur l'automobile, l'aéronautique au sens large. Un autre focus également par rapport au PGE, on a été très, très, très fortement sollicité sur la période mars-avril pour acter auprès des banques BPI et des banques classiques des demandes de PGE qui étaient très, très nombreuses. Et ce que je constate, c'est que depuis quelques mois, enfin depuis le mois de juillet, la demande par rapport à la mise en place de PGE est nettement moins forte. Et il y a eu un relâchement de ce côté-là. Maintenant, ça n'enlève pas ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont quand même des dettes, mais on y reviendra plus tard. Voilà pour donner quelques éléments de regard par rapport à la situation actuelle. Du plan, je dirais, avant le stade des procédures collectives. Et Eric parlera plus précisément des sujets liés aux procédures. Voilà, Vincent, pour ce tout petit éclairage. Merci Bertrand. Effectivement, on va essayer d'être bref pour rester dans notre timing. On s'est donné 1 heure. Je te remercie en tout cas pour cet éclairage de contexte. Eric, le tribunal de commerce est un soutien du dirigeant et de ses équipes en période de turbulence. Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, c'est assez paradoxal. On pourrait penser que dans une année où on annonce 15 points de PIB en moins, il y a une vague de défaillances d'entreprises gérée par le tribunal de commerce. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a moitié moins de défaillances d'entreprises à juin 2020 que sur 12 mois glissants, que sur la même période en juin 2019. Donc, par rapport à une activité, on va dire, normative du tribunal, on a diminué de moitié. Donc, concrètement, il y a moitié moins d'entreprises qui ont déposé le bilan ou qui ont fait appel à une mesure préventive à juin 2020. Ça veut dire que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement sont efficaces. Les PGE, les décalages de charges, les aides aux entrepreneurs indépendants ou aux professions libérales, tout ce qui a été fait fonctionne. Et ça fonctionne en trésorerie. Donc, ça décale le problème. La question, c'est comment utiliser ce cash pour faire la restructuration qu'il faut pour arrêter de faire des pertes, de façon à ce qu'il n'y ait pas un risque de défaillance qui soit encore plus fort quand le cash aura été consommé, parce qu'il n'y aura plus cette ressource qui permettait de faire le joint. Donc, c'est l'enjeu du moment, c'est d'essayer d'anticiper ce que va être le marché. Et ça, c'est très difficile. Il n'y a pas de visibilité. La plupart des acteurs qu'on interroge n'ont pas d'idée si leur carnet de commandes va se regarnir ou pas. Donc, il y a une incertitude qui est pointée par tout le monde. Et puis ensuite, il y a un nouvel élément de marché, c'est que la situation sanitaire ne s'arrange pas. On voit une flambée du virus et qu'on sait que dans toutes les entreprises, on va avoir des allers-retours entre la maison et le travail pour tous les collaborateurs, pour tout le monde. Si y a un des enfants qui prend le Covid, si un collègue a le Covid, on devient tous cas contact et on est test négatif, on reste 8 jours à la maison, test positif, on reste 15 jours à la maison. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un risque de désorganisation pour les entreprises qui est assez fort. Tout à fait. Malheureusement, c'est des choses qui sont plutôt en train de se raffermir encore en termes de dispositifs. Nous sommes tous dirigeants face au même manque de visibilité, avec la nécessité de poursuivre la gestion de nos entreprises et donc l'obligation de continuer à prendre des décisions de gestion. Même si les chiffres montrent un net retrait des défaillances, on a l'impression qu'un élastique est en train de se tendre et menace de claquer dans les prochaines semaines. Alors, le risque, c'est d'avoir trop attendu et d'aller vers une liquidation immédiate. L'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir réussir
à voir les paliers qui vont être disponibles avant. Bertrand, comment évaluer dès aujourd'hui la situation et anticiper les actions qui permettront d'éviter le pire? Bertrand? Oui, pardon. Oui, parce qu'en fait, ça sonne en même temps sur mon téléphone et donc du coup, ça m'erdoise sur le casque. Excusez-moi. Oui, alors, quelques éléments sur le… je pense que les mots-clés et qui effectivement sont rappelés et vont être fortement insistés durant tout cette session, c'est vraiment anticipation et anticipation. Alors, moi, je mettrais un petit mot en plus de l'anticipation, c'est l'identification, parce que pour anticiper, il faut être à même, si on remonte un coup en avant, en arrière, c'est d'avoir la possibilité d'identifier les éléments. Et donc, je vais surtout témoigner sur cet élément-là. Et par identification, pour moi, c'est des sujets qui sont assez connus, mais qu'il est parfois difficile de mettre en place, qui sont des sujets liés au pilotage de l'entreprise, on va dire les outils de gestion, même classiques. On peut dire que le pilotage, je dirais, en bon père de famille, le retour sur les éléments basiques de fonctionnement de l'entreprise sont vraiment des sujets de préoccupation majeure. Alors, je voudrais faire un focus sur deux éléments, la partie trésorerie d'une part et la partie BFR d'autre part. Et puis, les autres animateurs de ce webinaire témoigneront également sur des sujets de performance et d'organisation économique de l'entreprise. Mais pour ce qui est de ma partie, sur la partie vraiment financière, on a besoin, pour identifier les problèmes, d'avoir une position de trésorerie, d'avoir un suivi de l'entreprise qui soit à jour et qui soit fiable. Et ces éléments-là sont des objectifs en soi et l'organisation des entreprises ne permet pas toujours d'avoir une vision véritablement pilotée et prévisionnelle de la vie de l'entreprise au travers de sa trésorerie. Donc, mon conseil, vraiment, c'est d'avoir un outil, on va dire, proactif, c'est-à-dire une trésorerie qui est mis à jour au fil de l'eau, de façon à donner aux dirigeants, à tout moment, la possibilité d'identifier des sujets de problèmes à venir et d'être à même de les anticiper. Alors, le tableau prévisionnel de trésorerie, il se pose un certain nombre de questions techniques que vous pourrez aborder avec vos conseils. Il doit servir aux dirigeants, inévitablement. Il doit servir également, enfin, il peut être partagé également avec d'autres partenaires, en l'occurrence vos banquiers, puisqu'ils sont partie prenante de la vie de l'entreprise sur ces phases dont on est en train de parler, qui sont des phases tendues, comme le disait Vincent, avec des élastiques qui se tendent un petit peu. Alors, je ne vais pas rentrer dans la thématique trop technique sur le prévisionnel de trésorerie. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui est alimenté par l'ensemble des composantes de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte l'intégralité des flux et que ce soit des rubriques de chiffre d'affaires, que ce soit des encaissements d'autres natures que le chiffre d'affaires, que ce soit des éléments variables de la vie de l'entreprise, par exemple des bonus pour les commerciaux, je dirais, le mécanisme des congés payés qui également rentre en ligne de compte. Tous ces éléments de flux doivent être traités, intégrés dans le prévisionnel de trésorerie. On a ensuite une question sur la périodicité qui est celle du prévisionnel de trésorerie, avec un spectre qui peut être plus ou moins long selon la gestion qui est possible au niveau de l'entreprise. En tout état de cause, il faut que vous ayez une vision à 3 mois de la vie future de l'entreprise au niveau de la trésorerie et, de mon point de vue, un prévisionnel qui s'étend et peut-être moins précis, qui s'étend sur une période de 12 mois,
voire 18, mais peut-être un système à deux vitesses avec le très court terme, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois, où vous avez une très grande précision et vous êtes au minimum à la semaine pour gérer ça, et puis un prévisionnel qui est un peu plus macro, qui s'étend sur une période d'au moins 1 an, dans lequel vous aurez peut-être un peu moins de précision et peut-être qui travaille au moins le mois et non pas à la semaine, comme dans le prévisionnel vraiment de plan de bataille à très court terme. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est le BFR. Bertrand, si je peux Oui. en fait, ce que tu nous donnes comme conseil, c'est de pouvoir avoir toujours un tableau de bord qui soit très synthétique, très digeste, qui permette d'avoir un pilotage en temps réel, avec effectivement en compteur central ce pilotage de trésorerie, et puis autour un ensemble de compteurs ou d'alertes qui sont plus liés au métier et plus liés aux particularités, aux spécificités de l'entreprise. On est d'accord ? On est bien d'accord. On est bien d'accord. En fait, je témoignais sur la partie du tableau de bord qui est vraiment la partie financière et les éléments du tableau de bord liés à la performance et aux enjeux plus d'exploitation seront détaillés un petit peu plus loin. Donc moi, je témoignais plus sur la partie Trésor et BFR qui sont des éléments majeurs pour le pilotage de l'entreprise, surtout dans des périodes comme celle-là. Mais c'est vrai que le tableau de bord, dans sa version gestion complète, il comprend des éléments de rentabilité, il comprend des éléments d'encours de stock, de gestion de poste client et de multiples alimentations au travers du système d'information qui est celui de l'entreprise, la compta n'étant qu'un parent un peu pauvre de l'ensemble de la gestion de l'entreprise. Mais qui effectivement est central. Ok, Oui. je te remercie Bertrand. Donc, le dirigeant a son tableau de bord. Ce tableau de bord montre que les difficultés sont en train d'arriver. Il a vu son conseil. Son conseil lui confirme qu'il y a des choses à mettre en place, des solutions à engager. Eric, une fois qu'on a cette confirmation, que doit-on faire ? Alors, je vais prendre la suite de Bertrand. C'est vrai que dans la période, comme disent les Américains ou les Anglo-Saxons qui ont le sens de la formule, cash is king. Et que beaucoup de gens gèrent par l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils surveillent leur niveau de chiffre d'affaires pour savoir si ils vont couvrir leurs charges du mois. Mais il n'y a pas souvent de tableau de bord un peu précis en trésorerie. Et dans la période, quand ça devient un peu plus difficile, avoir un tableau de bord bien précis et savoir d'où viennent les écarts, c'est essentiel. Une fois qu'on a fait le constat des besoins, se pose la question de savoir comment on va pouvoir convaincre ses partenaires de les pourvoir. Alors, la première chose, c'est évidemment le contact qu'on peut avoir avec ses banquiers, qui peut être tout à fait transparent, constructif. Je ne vois pas les gens sourire derrière l'écran, mais de temps en temps, ça peut être plus tendu. Mais quand même, la norme, c'est déjà d'avoir un peu de transparence avec sa banque et puis d'essayer de partager la situation. Si on sent que la difficulté ne va pas pouvoir être traitée facilement, parce que le banquier manque de visibilité, parce qu'il n'y a pas de bons résultats, il faut envisager de traiter le problème. Alors, traiter le problème, la clé de dire, c'est anticiper. Il ne faut pas mettre les banquiers autour de la table en disant il y a une impasse de trésorerie dans 15 jours, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est vraiment l'anticipation qui va laisser le temps à la discussion de s'installer. Il faut que chacun réfléchisse. Et puis, c'est aussi l'anticipation qui va être appréciée par le banquier en se disant cette entreprise-là, elle est gérée par quelqu'un qui prévoit les choses et c'est déjà commencé la discussion du bon côté. Côté tribunal, côté procédure judiciaire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux types d'opérations, procédures qui sont possibles au titre du livre 6 du Code de commerce, c'est les procédures de prévention et les procédures judiciaires. La prévention, traitement, le tribunal de commerce fait plusieurs types de prévention. Il y a la prévention détection, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des informations du commissaire aux comptes ou d'injonctions de payer qui arrivent pour une entreprise et ils peuvent convoquer le dirigeant à un entretien spontanément, ce qu'ils appellent la prévention détection. Quand quelqu'un est concerné par cette proposition de rendez-vous, évidemment, il faut y aller. Et puis ensuite, il faut en parler à son conseil pour essayer de préparer ce rendez-vous et de façon à ce qu'il soit efficace.
Ensuite, il y a une prévention traitement, c'est-à-dire le tribunal peut adjoindre un professionnel pour essayer d'aider. Donc ça, cette prévention confidentielle, c'est sa caractéristique essentielle par rapport à une procédure judiciaire de sauvegarde ou de redressement qui est publique. Le mandat ad hoc ou la conciliation, c'est confidentiel, secret. Il n'y a que les personnes qui seront appelées à la table de discussion qui seront au courant. Donc le tribunal désigne un mandataire ad hoc ou un conciliateur, qui est la plupart du temps un administrateur judiciaire, parce qu'on est habitué à ces processus et on sait gérer une difficulté judiciaire ensuite. Donc on peut toujours être l'interlocuteur de toutes les parties prenantes, que ce soit les banquiers, parfois les salariés, parfois l'État pour ses créances publiques, les actionnaires. Enfin, il y a beaucoup de parties prenantes dans une entreprise et l'administrateur peut être l'interlocuteur de chacune, que ce soit en prévention ou en procédure judiciaire. Mais comprenez dans mon discours que l'anticipation, c'est le maître mot. Et l'expérience se cumule avec le mandat judiciaire qui nous donne un point supplémentaire dans la discussion. Et parfois, par exemple, un PGE qui a été refusé, revenir avec un mandataire ad hoc, ça peut être le moyen d'affermir la position de l'entreprise, de rééquilibrer un rapport de force qui n'est pas toujours dans le bon sens, et donc de rouvrir une discussion, mais à laquelle il faudra amener des éléments nouveaux. En termes de résultats, c'est quand même le point qui intéresse le plus. On observe que les procédures de prévention, c'est environ 70% de réussite, et que les procédures judiciaires, c'est 30% de plans, 30% de plans de redressement, 30% de plans de cession et 30% de liquidation. Donc, du point de vue de l'actionnaire dirigeant, qui est souvent le profil du dirigeant des PME et TPE de la région, dans un cas, c'est 70% de cas où il conserve la maîtrise de son entreprise et de son avenir, et dans l'autre cas, c'est 30%. Donc, comme qui dirait, il n'y a pas photo. Donc, la procédure de prévention, elle va consister à mettre la plupart du temps les banquiers autour de la table. C'est les partenaires qu'on choisit pour financer le retournement de l'entreprise. Donc, on quantifie les besoins. On se dit, voilà l'enveloppe qu'il faut. Et après, on réfléchit ensemble avec le dirigeant, avec les conseils, avec l'expert comptable, l'avocat, enfin, toutes les composantes de l'entreprise. On réfléchit à comment on pourvoit le besoin en financement. Est-ce que c'est un besoin court terme, moyen terme ? Est-ce qu'il faut que les actionnaires se joignent autour de table? Est-ce qu'on peut se profiter un peu de passif public? Et on essaie de trouver une solution équilibrée où chacun signe en bas de la page. Une procédure consensuelle, ça veut dire qu'on ne peut forcer personne. On doit arriver à un accord qui est signé par tout le monde. Parfois, ça ne suffit pas d'aménager l'existant. Il faut envisager d'apporter de la new money, du new cash. Ça, c'est la configuration qui est la plus compliquée parce qu'on est face à des banquiers qui ont une incertitude sur les perspectives de l'entreprise et on leur dit d'en remettre. Donc là, il faudra souvent préparer la question des garanties qu'on peut donner pour avoir un nouvel apport de cash. L'idée, c'est de se réunir sur le budget de l'entreprise, le tableau de bord, et de voir comment on finance les besoins. Pour finir sur le traitement aujourd'hui dans la période Covid, moi j'observe que les entreprises qui sont endettées plus que d'habitude avec le PGE, avec les décalages de charges, vont se retrouver avec vraiment la nécessité de prévoir comment le remboursement de tout ça va passer. S'il y a une impasse prévisible en 2021, il faut se mettre autour de la table tôt, parce que ce n'est pas au moment de l'impasse qu'on pourra prendre de bonnes décisions. Si on arrive trop tard dans la crise, on va arriver directement vers des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui ne sont pas celles qui préservent le plus la valeur. Donc il vaut mieux faire un pas vers ses partenaires tout de suite, même si on se dit j'ai de la trésor, j'ai eu mon PGE, je vais attendre d'y voir clair. Donc c'est vraiment l'anticipation. Ensuite, les banquiers vont avoir au premier trimestre 2021 une surcharge de travail très importante parce qu'ils vont avoir à discuter avec toutes les entreprises avec lesquelles ils ont fait des PGE de la façon dont elles amortissent ces PGE. C'est 2 mois avant l'échéance,
c'est-à-dire ils ont conclu le prêt en 2020 et la première année, on ne paye rien pendant 12 mois et 2 mois avant l'échéance, on doit dire côté de l'emprunteur comment on rembourse. Et donc, il va y avoir des discussions avec les banques au premier trimestre 2021 et elles vont avoir une surcharge de travail. Donc, revenir vers elles pour parler d'une situation un peu complexe qui nécessite un temps d'analyse, je pense qu'il vaut mieux l'anticiper en cette fin 2020 plutôt que d'arriver en début 2021. Il faut être aussi attentif aux signaux des assureurs crédits qui, très inquiets de la situation économique nationale, ont tendance à faire des décotes. Et la décote de l'assureur crédit, c'est la flambée, on paye ses fournisseurs plus courts et ça coûte cher. Enfin, on pense toujours au décalage de charges. Les pouvoirs publics ne peuvent pas faire l'effort seuls. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'aller devant le SIE ou l'URSSAF pour dire je ne peux pas payer les charges, je ne paye pas pendant 3 mois, je ne paye pas pendant 4 mois. Il faut vraiment utiliser ce levier qu'on a. Ils sont assez ouverts à la discussion, mais en se disant que c'est un tour de table. Que font les banquiers? Et les pouvoirs publics viennent boucler la négo. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir la démonstration que tous ceux qui sont intéressés par le devenir de l'entreprise font un pas, parfois l'associé, l'actionnaire, les pouvoirs publics, les banquiers, les assureurs crédits. Il faut aller chercher un accord le plus large possible qui permette d'assurer le financement et de donner de la visibilité aux banquiers qui se disent « je reprête en PGE », mais il y a une visibilité, on passe l'impasse de trésorerie et après, il y a des résultats. Ok, merci Eric. Donc, si je projette dans la position donc, du dirigeant, et je retiens 2 mots, consensuel et confidentiel. Je me mets sous une procédure amiable qui me permet de poser un cadre. Ce cadre est tenu par le mandataire ad hoc ou le conciliateur et je vais pouvoir, dans ce cadre-là, avoir du temps qui va me permettre également de reposer une stratégie et c'est cette stratégie que j'irai également présenter à ces différents partenaires. Oui, tu as raison, je complète d'un mot. Le mandataire ad hoc, il met tout le monde autour de la table très vite et on essaie de s'entendre pour suspendre les amortissements moyen terme et les dénonciations de court terme qui auront pu intervenir. Le banquier qui a dit je dénonce le découvert. Donc on obtient un moment de pause qui permet de faire l'état des lieux et de discuter avec les banquiers de l'avenir. Donc on a un moment de calme et de répit pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut être encore en état de le faire en termes de cash. Tout à fait. Donc on est dans une bulle, on a un peu de temps, mais pas non plus de façon exponentielle. Pierre-Yves, une fois qu'on est dans cette condition-là, comment on va pouvoir mettre en place une stratégie, se réorganiser? Alors, je crois que dans cette période, le dirigeant doit être suffisamment lucide pour pouvoir apprécier la situation de son entreprise et surtout d'avoir le réflexe d'aller s'entourer pour partager cette vision-là et prendre du recul. Il y a plusieurs règles à respecter. La première d'entre elles, c'est véritablement de se donner des priorités. On l'a vu, la gestion du cash, la réduction du BFR sont le point essentiel dans cette démarche-là. Et évidemment, lorsqu'on aborde cette partie cash, BFR, Eric l'évoquait à l'instant, on va peut-être déjà entrevoir la nécessité d'aller renégocier un passif, qu'il soit fiscal, social, fournisseur ou autre. Il faut aussi qu'on puisse se projeter et voir comment on peut restructurer des financements existants ou lever des financements alternatifs, facturage, des financements sur actifs, des scissions immobilières ou autres. Donc ça, c'est le premier point, on l'a largement évoqué sur la gestion du cash et le BFR. Le deuxième, c'est que rapidement, il va falloir se concentrer sur les marchés qui sont profitables, ceux dont la marge brute est positive et significativement positive parce qu'on verra qu'on va devoir peut-être abandonner certains segments de marché où la rentabilité n'est pas présente. Le troisième point, c'est d'améliorer les process, évidemment l'efficacité des collaborateurs et dernier point, la réduction des coûts. Donc tout ça pour dire qu'au travers de ces priorités, il faut rapidement pouvoir engager un diagnostic stratégique
360 qui va permettre de focuser sur l'efficacité de l'entreprise dans toutes ses composantes. On est bien sur un 360 degrés. Quelle est la capacité de l'entreprise à répondre à sa vision et à ses enjeux stratégiques? Comment elle se positionne sur son marché? Quel est son potentiel d'adaptation aussi à son environnement? Et puis, je dirais qu'il va falloir aussi apporter aux dirigeants une vision extrêmement précise et objective de la performance de l'entreprise par rapport à son marché, par rapport à son concurrent, ses concurrents, et de voir quels sont les axes d'évolution, mais aussi, surtout, quels sont les écarts entre l'entreprise et ses concurrents. Donc, effectivement, à l'issue de ça, on va pouvoir valider un schéma stratégique. Donc, on fait une photo de l'opérationnel. On a toutes les dimensions de l'entreprise qui ont été auditées par des experts opérationnels. Et à partir de là, on s'engage sur une décision. En réalité, on a, Cédric, relativement peu de choix réellement. Oui, effectivement, pour compléter, pour prendre un peu la suite de ce que dit Pierre-Yves, moi je pars de deux états de fait. Un premier qui a été bien rappelé là, depuis le début, c'est anticiper pour garder le contrôle. C'est vraiment essentiel. On le répète aussi beaucoup. Et puis, c'est agir pour aussi regagner de la valeur, très clairement. On part aussi d'un constat qui est que 100% des entreprises, 100% des groupes, de manière générale, qui soient profitables ou en difficulté, ont 5 à 10% de problèmes au sein de leur entreprise, au sein de leur groupe. Et donc, ces problèmes, il faut les traiter. Alors, nous, on a une approche, par exemple, pour l'anglicisme, une approche qu'on appelle RCRV, c'est Regain Control, Restore Value. Regain Control, Restore Value. C'est arrêter de subir, reprendre la main, reprendre le contrôle pour regagner de la valeur. Alors, pour ça, Pierre-Yves parlait effectivement de diagnostic 360. Effectivement, on parle de diagnostic juridique d'une part, opérationnel d'autre part, et financier de la situation pour prendre la bonne décision. Donc, je ne vais pas trop parler de ces sujets-là, mais diagnostic juridique, c'est est-ce que l'actif qui est en difficulté ou qui a des problèmes, est-ce qu'il est logé dans une société à part ou non? Est-ce qu'il y a des garanties qui ont été données par la société mère ou pas? Est-ce que cette société-là est en attestation des paiements ou pas? Il y a pas mal de sujets juridiques dans ce diagnostic à faire. Hein. Quand je parle de diagnostic, voilà, l'idée c'est de poser les sujets. Hein. On peut le formaliser de manière très concrète ou pas réellement, mais en tout cas en avoir conscience. Diagnostic opérationnel, est-ce que la situation est redressable? Si oui, comment? Quelles seraient les conséquences d'une fermeture ou d'une cession sur les opérations, sur les autres activités ou les autres sociétés, hein? Pierre-Yves en reparlera, je pense, après. Et puis, diagnostic financier, combien faut-il d'argent pour soutenir la société ou l'activité? Quand aura lieu l'impasse de trésorerie? De combien il faut, hein, pour la redresser? Ou combien d'argent il faut mettre pour fermer la société ou l'activité ou la céder. Et puis, dans ce cas-là, quel serait l'impact sur les ratios d'équilibre financier, hein, pour respecter aussi les ratios dette nette sur EBITDA ou sur les fonds propres au niveau du groupe. Donc voilà, donc, à l'issue de ces diagnostics, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux, concernant ces actifs en souffrance, fermer? Ou est-ce qu'il vaut mieux céder ou restructurer ou redresser? Et là, je parle donc de filiales, je parle d'activités, de business unit, d'une usine, d'un point de vente, d'une agence. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà, donc bon, fermeture. Et là, en fait, par rapport à ces trois possibilités, hein, fermeture, cession, restructuration, les procédures de prévention, mandat ad hoc, conciliation sont de bons outils. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une fermeture, on peut être amené à avoir des discussions, des négociations avec les banques si les dettes sont attachées à l'actif, hein, qui fait l'objet de la fermeture. On peut avoir des discussions avec le CSE au niveau du groupe, on peut avoir des discussions avec les organismes publics, etc., etc. Pour une cession, on a des cas où
la cession peut se faire dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. Ça peut être rassurant pour les deux parties, hein, pour le cédant et pour le cessionnaire. On peut aussi, je vais en parler très rapidement, mais envisager une cession dans le cadre d'un pré-pack cession. C'est-à-dire que dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, avec l'aide du mandataire ad hoc ou du conciliateur, on organise, on recherche le mandataire ad hoc, le conciliateur recherche un repreneur et la cession se fait dans le cadre d'un redressement judiciaire qui dure extrêmement peu de temps, donc avec très peu d'impact sur le fonds de commerce. Bon, et puis la restructuration, restructuration opérationnelle, restructuration financière. Donc là, comme l'a expliqué Eric tout à l'heure, l'intérêt d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation n'est plus à démontrer. Deux exemples très brefs que je ne vais pas beaucoup développer, mais pour vous montrer que ce que je présente là, c'est très concret. J'ai vécu pas mal de ces trois situations sur le seul groupe RBDH qui n'existe plus aujourd'hui pour différentes raisons, mais qui était un groupe assez conséquent, hein, d'un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était un sous-traitant en mécanique de précision et qui comptait un petit peu plus d'une dizaine de filiales. En fait, suite à la crise de 2008, comme c'était un sous-traitant, les principaux clients du groupe en fait, ont réinternalisé les volumes pour charger leurs propres activités, leurs propres usines. Donc, il y a eu un vrai manque d'activité au sein du groupe. Et j'ai eu le cas sur ce dossier d'une conciliation au niveau de la société mère pour réaménager la dette bancaire, premier point. Le cas d'une cession in bonis d'une des filiales dans le cadre d'une conciliation. Et puis, troisième cas de figure, où le groupe a cherché à vendre une autre filiale dans le cadre de la conciliation, et ça s'est terminé par une cession dans le cadre d'un pré-pack cession. Un autre exemple très rapide, Vincent, si j'ai le temps, un exemple d'un groupe de prêt-à-porter de luxe dont je ne peux pas communiquer le nom, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, un mandat ad hoc qui a duré à peu près 6-8 mois. Et pendant ce mandat ad hoc, il y a eu deux objectifs. C'était un, réduire les pertes d'exploitation. Donc, pour réduire les pertes d'exploitation, il y a eu une cession de plusieurs points de vente, d'accord, en termes de prêt-à-porter, des points de vente déficitaires en France et à l'étranger. On a mis en œuvre la fermeture d'un atelier en Italie. Et puis, il y a eu aussi un petit PSE dans un autre atelier en France. Ça a permis de rétablir, d'améliorer la rentabilité. Et puis l'autre aspect plus financier, l'objectif était de réaménager la dette, de réduire l'endettement, et donc il y a eu des cessions de murs de boutiques, puisque le groupe avait des murs. Voilà, donc une panoplie de mesures dans le cadre de ces procédures très efficaces de mandat ad hoc et de conciliation. Ce qui est important, c'est de retenir ici que ces solutions sont adaptées aussi bien effectivement à des grands groupes qu'à des petites entreprises. On va découvrir faire de la procédure amiable sur des sociétés beaucoup plus caractéristiques du tissu régional, mais que ce qui compte dans tous les cas, c'est effectivement d'avoir cette anticipation et d'être bien conscient du nombre de choix dont on dispose. Ces trois choix, c'est je retourne, je ferme ou je vends. Et ça peut permettre de sauver l'intégralité. Donc, c'est toujours mieux de se couper d'un petit morceau que de laisser gangréner et aller sur une difficulté. Merci Cédric. Pierre-Yves, une fois que le dirigeant a arrêté sa stratégie avec l'aide de son équipe élargie, comment on traduit ça sur l'opérationnel ? Oui, alors, dans le prolongement de ce que vient de dire Cédric, j'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de règles à respecter, dont la première, c'était de se donner des priorités. Tout ça dans un diagnostic qui aboutit à des choix stratégiques. Je crois qu'il y a aussi une deuxième règle qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'alignement des intérêts de toutes les parties qui sont concernées. Donc, vous avez des actionnaires, vous avez des administrateurs, vous avez des banquiers, vous avez des fournisseurs, vous avez des salariés, vous avez tout un écosystème avec lequel il faut communiquer. Il faut communiquer sur la situation de l'entreprise, il faut communiquer sur les voies de sortie, sur le plan qui est évidemment envisagé, qu'il soit de restructuration ou de retournement.
Mais en tout cas, ce que l'on vise, c'est vraiment défendre l'intérêt social de l'entreprise, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise. Donc, il faut absolument que tout le monde soit aligné avec les orientations et les décisions qui sont prises. La dernière des règles aussi, c'est de se donner quelques facteurs clés de succès. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, mais en travaillant sur le cash, le BFR, c'est aussi de se donner les bouffées d'oxygène qui vont permettre de financer les plans. Donc, il faut avoir du cash pour financer un plan de restructuration. Et on a identifié et on a vu précédemment quelques leviers. Et puis aussi, il faut s'assurer qu'on est devant un marché, que le marché il est pérenne, qu'il est profitable et qu'on va pouvoir prendre ou reprendre une position sur ce marché-là. Donc, effectivement, après cette phase de diagnostic et de choix stratégique, il faut enclencher le plan d'action. Et je dirais que quel que soit le scénario stratégique qui est retenu, toutes les actions qui vont être menées vont impacter l'entreprise dans sa globalité. Aussi bien que l'on soit sur de la cession, de la fermeture, de la restructuration, tout ça a des impacts globalement sur l'entreprise. Donc, je voudrais prendre à dessein l'expérience menée sur une entreprise grenobloise qui fait à peu près 30 millions de chiffre d'affaires. Une entreprise qui s'est trouvée étranglée suite à certainement des choix stratégiques qui n'ont pas été opérés en temps et en heure et qui s'est trouvée face à une situation de trésorerie assez difficile. Très rapidement mise sous mandat ad hoc et à partir de là, on a pu travailler effectivement sur un plan de restructuration. Cette entreprise familiale a pris aussi la décision de céder des actifs, des actifs immobiliers qui ont permis évidemment de financer ou en tout cas de venir aux côtés des partenaires financiers pour financer ce plan de restructuration. Mais dans le détail, lorsqu'on aborde des sujets très opérationnels, on s'est recentré en tout cas sur les marchés rentables. Comme je vous le disais, on a revu l'ensemble du catalogue avec une augmentation des prix, par exemple, qui a un impact direct sur le résultat net. En l'occurrence, là, c'est 200 000 € d'impact sur le résultat net. On a arrêté tout ce qui était vente sur mesure. On a recentré les gammes de produits avec 3 catégories, par exemple. Les produits qui sont incontournables, donc qui sont maintenus avec leur prix et des délais de livraison courts. Les gammes de produits classiques pour lesquels on a majoré le prix de 15% et on a rallongé les délais, donc tous les impacts sur la chaîne de production. Et puis, les produits qui sont en fin de vie, où on a supprimé du catalogue toutes ces références. Et ça a représenté 40% des références. Donc, quand on fait ce travail, voilà, on peut arriver à des restructurations, ne serait-ce que sur le catalogue produit, extrêmement significatives. Au-delà de cela, je dirais il y avait un certain nombre de points de blocage internes qui étaient des goulets d'étranglement dans les prises de décision et dans l'efficacité globale. Donc là, c'est de pouvoir mieux maîtriser la chaîne coût, délai, qualité. Et en ayant des actions particulières, on a pu augmenter le taux de service de 32%, ce qui est énorme, gigantesque. Mais quand vous vous êtes jamais posé la question de l'efficacité et de la performance de votre outil, oui, c'est évidemment des chiffres qui peuvent paraître exubérants, mais qui sont très probants. On a de la même façon revu tout le management de la production en mettant en place une vraie fonction gestion de production, c'est-à-dire planning, ordonnancement, appro, logistique. Et là, on a fait plus de 100 cas de gains annuels. Évidemment, on a travaillé sur le nombre des intérimaires, sur les heures supplémentaires. On a augmenté le chiffre d'affaires par collaborateur de 13%, ce qui est évidemment très conséquent aussi. On a mis en place une organisation distincte, que ce soit pour des produits récurrents ou pour des produits spécifiques. Et notamment sur les produits récurrents, on a augmenté la productivité. On est passé de 92 à 99%. On a optimisé les stocks et donc on a réduit la valeur de ces stocks de plus de 650 000 €.
Là aussi, c'est considérable. Sur les achats, donc repenser la stratégie achat et par des actions très, très rapides. Hein, il faut aller chercher des goodwins rapides. Là, on a des gains sur les achats qui sont de l'ordre de 150 000 € sur le résultat net. On a aussi imaginé le recentrage d'activités sur le cœur de métier de l'entreprise, où on a externalisé des activités qui sont marginales et où on a recentré et regroupé des activités sur un seul site. On a mené aussi un plan d'investissement avec un plan de productivité usine, avec des inventaires tournants, des chantiers 5S, des chantiers Oshin, des codes barres pour les stocks. Donc, on a investi à peu près 200 000 €, mais on a fait des gains de productivité qui sont de l'ordre de 530 000 € annuels. Donc, investir 200 000, gagner 530 000, voilà, c'est le genre de KPI qu'il faut pouvoir suivre. De la même façon, on a structuré aussi l'entreprise avec un vrai comité de direction, avec des key people de niveau N-1 qui ont toutes les compétences pour déployer la stratégie et pérenniser l'entreprise. Donc voilà quelques actions que l'on pointe du doigt qui sont très opérationnelles, qui se mettent en place dans un temps extrêmement court. Hein. Toutes ces actions-là, on les a initiées à l'issue du premier mois de diagnostic. Et dans les 3 mois qui ont suivi, on avait déjà inversé la courbe de trésorerie. Et ensuite, ça s'est poursuivi. Parce qu'on voit bien que ce sont toutes des actions qui, prises séparément, sont impactantes, mais dont la somme représente des volumes qui sont considérables. Considérables, tout à fait. Merci. Frédéric, donc là, ça c'est la réorganisation interne, mais tout ce qu'on va vouloir mener vers nos partenaires extérieurs, ça nécessite aussi de pouvoir réussir à revalider des contrats, peut-être à renégocier certaines choses. Comment aujourd'hui sécuriser sur le plan juridique les décisions rendues obligatoires pour la pérennité de l'entreprise? Ouais. Alors là, on s'inscrit vraiment dans la suite de ce que vient de dire Pierre-Yves, hein, puisqu'il a déjà abordé un peu ces sujets de manière rapide, mais effectivement, parmi les décisions qui permettent de pérenniser l'entreprise, donc décisions qui ont été co-construites par toute l'équipe qui assiste le dirigeant dans cette manœuvre d'anticipation, j'allais dire, il y a effectivement les décisions qui portent sur l'écosystème contractuel de l'entreprise avec ses partenaires. Alors, parce que la pérennité de l'entreprise peut aussi nécessiter la renégociation de certains contrats, avec notamment des objectifs, ce que vient de dire Pierre-Yves, de réduction des coûts ou d'augmentation des recettes, négociation que le partenaire juridique doit sécuriser. L'avocat conseil, d'ailleurs, est souvent le partenaire de cette renégociation, dans la mesure où il connaît l'environnement contractuel de l'entreprise, pour avoir souvent, quand il est partenaire historique, participé à la rédaction et à la négociation des principaux contrats de l'entreprise. Alors c'est vrai que, fort de cet historique, il est à même de traiter en priorité les contrats essentiels au financement et à l'activité de l'entreprise, toujours avec cet objectif de bien sécuriser ces renégociations de façon à ne pas rajouter aux difficultés qu'on a identifiées dans la phase de diagnostic. Alors, j'ai un exemple tout à fait actuel, puisque on assiste l'un de nos clients dont l'activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, dans la renégociation d'un contrat de fourniture avec son principal client, avec pour objectif affiché et principal d'augmenter les marges, puisque dans la phase de diagnostic, l'expert comptable de cette entreprise avait clairement identifié une insuffisance des marges sur ce contrat, et dans la mesure où ce contrat porte sur le client principal, c'est vrai que c'est important d'entamer cette renégociation qui donc est en cours et qui se passe plutôt bien. On devrait y arriver. Voilà. Dans le cadre donc de cette renégociation contractuelle, on priorise évidemment les contrats les plus essentiels. Alors, à titre d'exemple, évidemment, ça concerne les contrats de financement, les baux commerciaux qui, dans les PME, sont souvent une charge importante
dans l'entreprise, les contrats fournisseurs et les contrats clients, avec pour ce qui concerne les contrats existants, donc un discours d'approche avec les partenaires commerciaux validé par l'équipe élargie, comme on l'a dénommé, présentant la situation, l'intérêt qu'il y a à trouver une solution commune avec notamment un objectif qui est d'éviter les défaillances en série. Donc sur les contrats de financement, la renégociation portera principalement sur les taux, sur la durée, et puis on regardera aussi de manière assez précise les garanties que le dirigeant a pu apporter, parce que si on entre dans une phase de turbulence et que le dirigeant a apporté des garanties personnelles, notamment des cautions, ce n'est pas forcément inintéressant de réfléchir à une renégociation, même si on sait que ce n'est pas forcément évident à renégocier, mais c'est une vigilance qu'il faut apporter sur ce point-là. Sur la partie baux commerciaux, on pense évidemment au montant du loyer, on pense aussi à une négociation sur l'échelonnement des loyers qui pourrait être impayé, mais on peut aussi réfléchir, le cas échéant, à une diminution des surfaces louées qui permettent effectivement d'obtenir cet objectif de réduction des coûts. Pour les contrats fournisseurs, on pense essentiellement au barème de prix, au barème de remise et au délai de paiement. Et puis pour les contrats clients, là je rebondis sur l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est effectivement une analyse des marges. On peut aussi faire porter cette renégociation sur les délais de règlement, également la politique de remise et en interne dans l'entreprise, la gestion des impayés, tant on sait que beaucoup d'entreprises ont une trésorerie assez serrée parce que les délais de règlement de leurs clients sont beaucoup trop longs. Et on est tous un petit peu dans cette logique-là. S'il n'est pas possible ou un peu tendu de renégocier les contrats existants, parce qu'on imagine bien que les partenaires commerciaux ne sont pas forcément favorables à ce type de renégociation, on peut aussi, plan B, j'allais dire, changer ses partenaires, même si ce n'est pas forcément la solution à privilégier dans la mesure où il faut gérer des préavis de fin de contrat. Mais on peut très bien remettre en concurrence certains fournisseurs, les établissements bancaires et certains prestataires, toujours dans ce but de réduction des coûts. Et puis la seconde piste, à côté des contrats nécessaires à l'activité, seconde piste qui offre aussi des leviers, c'est la gestion sociale. C'est un point qui a été abordé aussi par Pierre-Yves, qui peut permettre aussi d'atteindre cet objectif de pérennité avec une réduction des coûts, en tout cas une gestion différente des coûts, avec différentes pistes comme le non-renouvellement des CDD, la mise en place du chômage partiel, et on sait tous qu'en ce moment c'est une des armes de pérennité, les différés d'embauche ou la recherche en interne de ressources plutôt que de réaliser une embauche externe, la mise en place de forfaits d'heures, et puis également, ce que citait Pierre-Yves, la gestion des heures supplémentaires, qui sont aussi un levier de réduction des coûts. Très bien. Merci Frédéric. Effectivement, on prend des décisions et après, on va les acter sous forme de contrat avec nos différents partenaires. Cédric, il reste quand même le catalyseur de la procédure amiable, c'est-à-dire la restructuration. C'est elle qui va permettre le bon déploiement de la stratégie repositionnée. Peux-tu nous expliquer la mise en place de cette restructuration ? Oui, donc effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de figure, la plupart, où on ouvre un mandat ad hoc, une conciliation pour renégocier la dette de l'entreprise. Je dirais qu'il y a trois temps dans cette phase-là. C'est, en premier temps, comme on l'a déjà dit, c'est s'entourer de conseils ou d'experts, premier temps. Deuxième temps, c'est établir le diagnostic pour faire l'état des lieux de la situation. Et puis le troisième temps, qui est un temps plus long, qui est la phase de mise en œuvre des mesures. Juste un mot rapide sur le diagnostic financier, ça a déjà été cité, mais dans le diagnostic financier, on va chercher à comprendre l'origine des difficultés pour identifier les mesures qu'on pourra mettre en place demain, établir un prévisionnel d'exploitation pour donner de la visibilité, le décliner en prévision de trésorerie pour définir quand a lieu l'éventuelle impasse de trésorerie,
et à combien s'élève le besoin. D'accord ? Et ensuite, on travaille sur les leviers à actionner ou les leviers à négocier. Et dans les leviers, il y a tout ce qu'on a dit jusque-là dans le webinaire, les leviers opérationnels, les leviers financiers, les leviers juridiques. D'accord ? Je ne vais pas en dire plus, je vais juste illustrer avec 2-3 cas pour permettre à chacun de se rendre compte qu'il y a une vraie diversité de cas que l'on traite avec succès. Un premier cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps sur un petit groupe de transport qui était en difficulté, en tension de trésorerie, par manque de rentabilité et aussi à la suite d'une acquisition qui a été financée par la dette senior et cette acquisition s'est révélée moins rentable que prévu. Qu'est-ce qu'on a fait sous l'égide d'un mandataire ad hoc? C'est qu'on a on lui a donné une bouffée d'oxygène en gelant les emprunts moyen terme. D'accord ? On a réétalé sur une durée plus longue les emprunts moyen terme et on a aussi renégocié les contrats de crédit bail et de location financière des tracteurs, des camions, d'une année supplémentaire parce qu'on a fait une analyse permettant de mettre en évidence que la valeur résiduelle avec une année de plus sécurisait tout autant le crédit bailleur. Donc, on a à la fois donné de l'oxygène à la société à court terme et beaucoup d'oxygène à horizon moyen terme, à horizon 3, 4, 5 ans. Un deuxième exemple concernant une scierie qui a investi un an de son chiffre d'affaires pour remplacer l'ensemble de sa ligne. Cet investissement a été financé par des contrats de crédit bail, donc plusieurs crédits bailleurs, sur une durée de 7 ans. Il s'est avéré que les échéances du crédit bail sur 7 ans, en investissant un an de son chiffre d'affaires, ne fonctionnaient pas. Et donc, nous, on a intervenu pour calibrer quelle pouvait être la capacité de remboursement. Et donc, on a démontré à l'ensemble des partenaires bancaires, financiers, qu'il fallait réétaler ces contrats de crédit bail sur 12 ans. Et encore, la 12e année, il restait une dette boulette. Et on a mis dans le protocole que cette dette boulette, si l'entreprise ne pouvait pas la solder, qu'elle serait automatiquement étalée sur 3 ans de plus. C'est-à-dire qu'on est passé en fait de 7 ans initialement à 15 ans. Tout ça dans un mandat ad hoc, ça a été extrêmement bénéfique pour la société. Un dernier exemple, très concret, Pierre-Yves en parlait tout à l'heure d'un truc, un exemple analogue, un sous-traitant automobile, manque de rentabilité, premier effet, donc tension de trésorerie. Premier effet, on a gelé les emprunts moyen terme, pareil sous l'égide d'un conciliateur. On a maintenu les concours court terme, et puis tous ces deux effets nous ont donné le temps d'analyser les prix de revient industriels et on a mis en exergue qu'il y avait une énorme disparité dans les prix de revient, à la fois des prix de revient, certains prix très rentables, d'autres extrêmement déficitaires. Donc on a renégocié avec l'ensemble des clients, des constructeurs automobiles et des sous-traitants de rang 1 en direct, pour en fait réaligner les prix sur des prix de marché. Donc globalement, on a gagné 10% sur les prix de vente, d'accord, ce qui est considérable, hein, ça va être directement du résultat. Et puis, il y a un client en particulier qui est un équipementier de rang 1 qui avait que des références déficitaires, hein, 30% de pertes sur ces références-là. Et ben, on a décidé d'arrêter littéralement la relation avec ce client. Frédéric parlait de ce cas de figure. Voilà, donc pour conclure, Vincent, dans toutes les situations, en tout cas, on l'a dit, je crois, dans tout ce webinaire, même constat, plus le dirigeant anticipe, plus on traite les problèmes tôt et plus les chances de succès sont vraiment importantes. Merci Cédric. Et effectivement, c'est vrai que quand on regarde là, sur cette heure de webinaire, on a quand même passé énormément de points en revue. On arrive sur une entreprise qui est complètement transformée, dont les liens avec l'écosystème ont été renforcés, la communication a été rétablie. Bertrand, la dernière brique, n'est-ce pas de faire le bilan sur
sur la performance des outils qui ont été mis en place et surtout ceux qui ont permis la détection pour peut-être demain encore mieux anticiper ou encore mieux pouvoir s'adapter, être agile face à des situations qui sont changeantes de plus en plus souvent? Oui, alors tu as parfaitement raison, Vincent. Tout le focus que l'on a fait, qui est véritablement un focus à 360 degrés, au travers des différents éléments qui peuvent remonter, qui peuvent alimenter l'outil de pilotage et un tableau de bord qui sera véritablement complet au sein de l'entreprise. Un système d'information qui s'enrichit par plusieurs canaux au sein de l'entreprise, des éléments liés à la gestion commerciale, des éléments liés à la planification de la production, à l'outil d'ordonnancement de la planification, enfin de la production, des outils liés à la RH. Il faut prendre en compte les effectifs internes, mais également les sous-traitants et le personnel intérimaire pour avoir une appréciation du côté force vive de production complète. Bref, des informations qui vont permettre d'avoir un tableau de bord qui sera vraiment un tableau de bord très large en termes de spectre, chiffre d'affaires et marge évidemment, par secteur d'activité, par business unit, un certain nombre de KPI. J'ai parlé de la trésorerie tout à l'heure, tout à fait au début, qui est quand même un élément, comme ça a été martelé, vraiment fort, parce que c'est le moment où ça va déraper, où on va avoir besoin de se raccrocher à la disponibilité de ces informations liées à la trésorerie. Bref, un diagnostic économique qui est plus large qu'une appréciation plus comptable. Et l'idée pour nous, telle qu'on vous l'a présentée, c'est vraiment de dire reprenons la main d'un mode défensif où on subissait les choses, on passe à un mode plus proactif où on va se donner les moyens d'anticiper les choses. Alors, une attention sur la performance des outils. Il ne faut pas non plus n'être que concentré sur un objectif d'une précision ultime. Moi, je préfère des outils qui soient un petit peu moins faibles, dans une proportion évidemment acceptable, mais qui soient un petit peu moins faibles, un peu moins précises, mais par contre dans des délais plus rapides. Donc, il faut bien avoir à l'esprit la notion de quid de la précision versus le délai pour obtenir cette information et quid de la précision par rapport aux efforts déployés. C'est-à-dire que si on est avec un objectif de perfection à 100%, on va mettre beaucoup de temps et ensuite on va passer un temps fou à monter des états qui vont nous prendre, je dirais, une énergie déraisonnable par rapport à la précision que l'on cherche à avoir. Sur l'évolution des outils, c'est vrai que le monde dans lequel on est, et je ne reviens pas sur les effets Covid, mais je voulais plutôt donner un éclairage sur les éléments numériques et digitaux, puisque grâce à ce monde et aux outils, Guillaume en parlera peut-être tout à l'heure, mais le monde dans lequel on est permet aujourd'hui de mettre en place des solutions collaboratives et des solutions véritablement temps réel qu'on avait du mal à imaginer dans le passé. Et je le vois bien par rapport à notre métier, où on est non pas à rendre compte sur une photo du passé, et on est un des éléments de la chaîne de construction des éléments de reporting et du contrôle de l'entreprise, où on va capter des flux et aider le dirigeant dans sa prise de décision. On devient plus contrôleur financier des informations qui y viennent au fil de l'eau, plutôt que de donner la photo au mois de mai des comptes de l'année précédente. Donc, c'est vraiment un élément fort dans tous les métiers de la finance, c'est effectivement la capacité de travailler en mode collaboratif et en échange avec nos clients, avec les entreprises pour alimenter toutes ces informations-là. Pour donner par rapport à quelques cas précis sur les conseils que l'on voit au quotidien et de la capacité de l'entreprise à faire face à ces échéances et à ces éventuelles impasses,
je crois qu'effectivement, on a parlé d'écosystème et c'est vraiment un élément qui est très important. Mettez tout le monde autour de la table pour avoir une bonne photo sur la situation. Il y a les actionnaires d'un côté, il y a votre banque et la responsabilité de chacun de nous par rapport à des difficultés que l'on peut anticiper, c'est véritablement de les mettre de façon adulte, de façon partagée avec les partenaires que vous avez. On a parlé d'écosystème. Votre banque fait partie de votre écosystème au même titre que vos principaux clients et vos principaux fournisseurs. Et chacun d'eux peut avoir un rôle, je dirais, dans le cadre de difficultés venues. Oui. Voilà. Donc là, vraiment, la complémentarité de nos métiers est pour moi un élément, et c'est bien le témoignage au travers de défis qu'on voulait également apporter sur les expertises que l'on peut mettre en commun au profit des entreprises et de leur bonne santé et de leur bon développement. Merci Bertrand et merci effectivement de donner ces symboles d'agilité et de capacité à se repenser, à travailler ensemble. Je pense qu'effectivement aujourd'hui la priorité c'est d'être capable de travailler avec tout l'écosystème. On en vient justement à notre conclusion qui en fait va être extrêmement simple puisqu'elle tient en deux mots qu'on a tous répétés de nombreuses fois. C'est des mots d'action qui ont été le fil conducteur de vos interventions. C'est anticiper et s'entourer de professionnels aguerris pour mener ce projet crucial pour l'entreprise. L'expérience de ces situations permettra d'optimiser les choix et aussi, parce que c'est un élément très fort, la communication qui va autour de tout ça, puisque c'est des contextes particuliers avec pas mal de stress qu'il faut pouvoir réussir à gérer. Et là encore, être avec une équipe faite d'internes et d'externes, c'est parfait. Je voudrais on voulait tous laisser la parole à Guillaume qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur ce webinaire et d'apporter la conclusion. Donc Guillaume, je te présentais tout à l'heure donc en tant que fondateur et président de Dimo Software, mais aussi, et c'est quelque chose qui nous est cher, de président national de 60 000 rebonds, qui est une association qui est engagée auprès des entrepreneurs qui ont connu la faillite et qui s'est donné comme mission de changer de regard sur l'échec. Quel message tu veux faire passer, toi, aux dirigeants qui aujourd'hui peuvent être un petit peu en incertitude? D'abord, je suis comme vous confronté à ce marché qui est turbulent, donc il faut rester souple. Il faut rester souple, être en confiance et être en confiance et rester souple, ça veut dire ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est être en communication avec son environnement, mais aussi en particulier avec ses proches. 60 000 rebonds aident les dirigeants qui ont liquidé leur entreprise. On l'espère que vous n'en ferez pas partie. On espère le moins possible qu'ils soient dans cette situation, mais néanmoins, c'est des choses qui arrivent. 60 000, c'était à l'époque de 2008. Maintenant, c'est tombé à 50 000 et on craint un retour, une accélération sur le début de l'année 2021. C'est créer une solidarité, c'est aussi ne pas avoir honte. Je crois que ce qui est important dans tout ce qui a été dit, dans l'anticipation, l'anticipation de la liquidation est importante. Si on n'a pas honte de ce qu'on vit, entrepreneur, c'est risqué de réussir et puis c'est risqué d'échouer. En France, d'ailleurs, souvent, on se dit qu'on n'a pas le droit ni de réussir ni d'échouer. Donc, moi, je suis un petit peu contre cette philosophie. On a le droit d'être fier de réussir, mais aussi de tirer les expériences de l'échec. Et tirer les expériences de l'échec, c'est faire face à son échec et de ne pas en avoir honte. Et un des points majeurs, c'est que la liquidation, si elle peut se restreindre à un échec professionnel, c'est déjà vachement mieux que ce qu'on appelle traditionnellement la règle des 3D ou la règle des 7D, et dont le point de départ, c'est le déni. Et si on est dans le déni, eh bien, on risque d'oublier pour préserver son entourage, préserver son conjoint, de le prévenir ou de la prévenir, avec comme conséquence, le jour de la liquidation, ce conjoint qui se sent trahi. Et d'où un certain nombre de divorces qui ne sont pas obligatoirement liés en tant que tel à l'aspect économique, mais parce qu'on n'a pas été sincère, on n'a pas été en vérité. Alors, c'est vrai qu'on doit cacher un certain nombre de choses à son entourage, c'est l'aspect confidentialité, parce que si on ne le fait pas, il y a peut-être des partenaires qui vont s'écarter, mais je crois que par contre,
avec son conjoint, avec ses proches, avec sa famille. Il est important d'être en transparence parce qu'on aura besoin d'eux, de leur solidarité dans le rebond si malheureusement l'entreprise s'avère à tomber, à se casser la gueule. Et alors, ce qui est positif, c'est que la vie ne s'arrête pas à une entreprise. Après une entreprise, grâce notamment à 60 000 rebonds, on va se rendre compte que peut-être qu'on se fatiguait un petit peu sur un projet, et puis on va retrouver de nouveaux projets, et on va pouvoir se relancer. Et chez 60 000 rebonds, plus de 90% des rebonds se font en moins de 2 ans, et 50% en salariat, mais dans des jobs d'encadrement, et 50% vont se faire dans des recréations d'entreprises. Et parfois d'ailleurs avec d'autres rebondissants comme nous, et on fait des nouvelles équipes, et on recrée ainsi de la solidarité entrepreneuriale, à la fois avec des parrains et des coachs qui accompagnent l'association, mais à la fois aussi avec d'autres entrepreneurs qui ont connu les mêmes difficultés, qui sont arrivés aussi un peu assommés, mais qui rapidement sortent de cette situation de boxeur caout pour retrouver la pêche, et à ce moment-là, ils ont une pêche d'enfer. Donc, le métier d'entrepreneur, c'est le plus beau métier que je connaisse. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais pas. On se rend compte aussi que quand on est dans la mêlée, et là on est tous dans la mêlée, on est obligé de pousser très fort dans la mêlée, et encore faut-il qu'on pousse dans la bonne direction. Et c'est difficile de lever la tête dans une mêlée et en même temps de pousser. Si vous levez la tête, vous risquez de vous la faire couper. Donc c'est important là-dessus aussi d'avoir à tous les niveaux de la création jusqu'à la poursuite, jusqu'aux difficultés, voire le rebond, de se choisir des personnes qu'on a envie de nous accompagner, qui sont aussi des gens qui connaissent la mêlée, parce qu'il ne faut pas qu'ils racontent n'importe quoi, mais qui ne soient pas dans votre mêlée. Et donc, c'est tout le critère de l'accompagnement qu'on peut avoir, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc, en effet, anticiper, ça permet de rebondir plus sûrement en entreprise. Si malheureusement, ça ne suffit pas, il n'y a pas de fatalité, comme dit Vincent, et on peut continuer avec de la bienveillance à rebondir, à repartir et à retrouver un nouveau bonheur, en ayant tourné une page néanmoins. Il faut accepter de tourner. Merci Guillaume, merci pour ce témoignage. Et merci à tous, merci messieurs. C'était un très beau webinaire qui était plein d'exemples. J'espère qu'il a plu également à tous les gens qui nous ont suivis. On a un petit temps de questions-réponses. Vous avez un outil de questions-réponses qui peut vous permettre de poser vos questions directement, ou vous avez le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. De toute façon, vous avez ici nos coordonnées. Je voulais remercier également Medec qui a été notre partenaire sur cet événement. On laisse une minute. Des fois, il n'y a pas de questions tout de suite. N'hésitez surtout pas à récupérer les adresses mail des uns des autres. Je crois que vous l'avez compris, on travaille en équipe. Donc, on aura la capacité à s'envoyer les sujets en fonction de la personne qui sera la plus adaptée pour répondre. Ah, attendez, j'ai quelque chose. Hop. Merci à tout le monde. Merci à tous, bien sûr. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.